et bienvenue pour ce dernier Godcast de cette saison avec mon ami Marius Fray. Bonjour Marius. Bonjour David, bonjour tout le monde. Je me réjouis d'être là à nouveau. Et également. Alors merci de nous avoir menés dans ce travail d'analyse architecturale de nos communautés actuelles ou futures. Pour terminer, hum, tu voulais nous parler d'un lieu qui n'est pas une pièce, mais qui englobe un petit peu l'ensemble. C'est juste. Le dernier lieu que j'aimerais présenter ou discuter un peu, c'est pas un lieu spécifique à l'intérieur d'une abbaye, d'un monastère, c'est en fait à l'extérieur. Et moi j'appelle ça un peu le village monastique. C'est comme une deuxième couche autour d'une abbaye ou d'un monastère. Et l'importance en fait de cette deuxième couche, de ce cercle, elle est primordiale, mais j'aimerais vous l'expliquer plutôt en partant d'un exemple concret. Je me permets donc de partager l'exemple d'une abbaye très célèbre en Suisse orientale. Je vais vous montrer son plan. Vous voyez ici l'abbaye de Saint-Gall. Mhm. Saint-Gall aujourd'hui, c'est une des grandes villes de la Suisse. Et elle est connue, mis à part ça, enfin, mis à part plein de trucs, et puis très jolie, et puis un grand, grand lac. Mais elle est connue en fait pour un monastère, pour cette abbaye de Saint-Gall. Et là, ce que vous voyez devant vous, c'est en fait un plan de cette abbaye, ou je ne sais pas si c'est un dessin, au 9e siècle, donc aux alentours de l'année 820. Puis quand on voit ça, vous reconnaissez enfin, ce mur, qui faisait partie à l'époque pour plusieurs raisons. On en avait discuté dans une des séries, enfin une des épisodes précédents, avec la porte que vous voyez d'ailleurs très bien ici aussi, pour rentrer, pénétrer à l'intérieur de cette enceinte. Donc ça, j'aurais dit jusqu'ici, rien de nouveau, c'est comme ça qu'on parlait des abbayes ou des monastères. Maintenant, si on y met un petit peu de couleur, donc on va revoir cette abbaye, mais en prenant un peu de l'altitude, et on y met un peu de couleur par rapport à quels sont les lieux à l'intérieur de cette abbaye vraiment utiles et importants pour aujourd'hui la communauté. Alors, je vous le montre. Ça se trouve en rouge ou rouge un peu délavé. Et quels sont des lieux ou des espaces qui en fait ne font plus trop partie de la communauté en tant que soi, mais qui ont une utilité, en guillemets, publique, respectivement, qui sont fortement orientés sur l'extérieur. C'est ce qui est en jaune ou des fois enfin jaune, orange, voire vert. Mhm. Tu vois, tu arrives à le voir aussi, je crois, David, hein. Ouais, ouais, je vois, je vois. Ah, maintenant, il y a un problème, je pense que c'est en allemand. Alors, il ne faut pas vous inquiéter, c'est juste, bah, c'est l'abbaye de Saint-Gall, mais il est tellement spécifique que vous le voyez vraiment à l'intérieur. Donc, si les trucs rouges, si je vous les commande rapidement en français, donc il y a vraiment la chapelle que vous voyez qui est gigantesque, hein. C'était souvent dans une communauté, un endroit très clé, principal. Vous voyez un réfectoire, vous voyez un endroit où avec il y a des cellules, vous voyez à l'intérieur, en fait, ce carré vert qui est quoi, David? On voit avec une croix. Qu'est-ce que tu penserais? Ah ben, Juste, ça doit être le cloître. c'est correct, exactement. C'est le cloître dont on avait parlé lors d'une des toutes premiers épisodes. Donc voilà, donc tous ces trucs, j'aurais dit en rouge, ils sont directement liés à la vie communautaire. On avait vu cette architecture qui essaie de refléter un style de vie. Maintenant, en jaune, vous avez des trucs, et là j'ai la liste sous les yeux. Elle est en allemand, donc je vous l'ai traduit. Mais par exemple, il y a une infirmerie, il y a une maison de soins ou maison pour les médecins. Il y a une école, il y a une brasserie, il y a une boulangerie, il y a une auberge, il y a un accueil pour les pèlerins, etc. Il y en a encore bien plus. Donc vous voyez en fait qu'une grande partie de ces bâtiments, qui ici se trouvent pour une partie même à l'intérieur de l'enceinte de la communauté, ne sont pas liés en fait à la vie communautaire, comment dire, interne ou intérieure, mais sont des bâtiments qui sont destinés en fait à deux choses. Et c'est là où j'aimerais en venir, parce que je pense que c'est des dimensions clés. Ces bâtiments, en guillemets, jaunes, moi j'appelle ça ce village monastique, ou cette couche autour vraiment de ce qui est directement lié à la communauté, c'est destiné à connecter, premièrement, la communauté avec le monde, Mhm. et deuxièmement, à financer la communauté. C'est Et
Oui, C'est un peu comme le parvis du temple. Ce sont les lieux où on peut rencontrer les membres de la communauté et où les membres de la communauté peuvent rencontrer les autres. alors, tu relèves déjà un très bon point, David. Qu'est-ce qui se passe si on a une espèce de couche, entre guillemets, comme ça? La première chose, c'est un lieu de rencontre. Mais cette fois, pas rencontre à l'intérieur de la communauté, on avait Mhm. vu le but du cloître, etc., mais rencontrer des gens qui ne sont pas du tout connectés avec la communauté. La question, en revanche, à se poser, David, c'est pourquoi est-ce qu'on peut rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec la communauté là-bas? Comment est-ce que tu y répondrais? Pourquoi est-ce que tu les rencontres là-bas? Pour être sel et lumière, donc à leur service, pour les aimer. Et pourquoi pas aller plus loin et leur permettre de rencontrer celui qui est la raison de tous ces podcasts et tout ce dont on parle depuis plusieurs épisodes. Alors, c'est absolument vrai, mais tu as commencé par le centre, ou par l'intentionnalité profonde. Ouais. C'est-à-dire l'intentionnalité profonde, c'est vraiment de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir échanger, de discuter, et d'avoir une connexion pour discuter finalement de ce dont il s'agit vraiment dans la vie. Maintenant, la question, c'est mais comment ça se fait que les gens sont là-bas? En partant de l'idée qu'ils ne sont pas venus pour un culte ou une messe. Pourquoi ils sont là? Ils sont venus pour un service rendu. Tu as parlé de soins, tu as parlé de plusieurs activités qui sont des services dont la société a besoin. Exact. Et ça, je crois, c'est le truc clé. Les gens, alors bon, peut-être que le responsable de l'abbaye, il aimerait voir ça différemment. Il se dit, tous ces gens-là, ils viennent pour rencontrer les moines, les frères, les sœurs, que sais-je, et puis aller à la messe. Bon, on va laisser ça ouvert, j'aurais dit. La raison, c'est que les gens venaient parce que, par exemple, on pouvait y acheter de la bière. Mm, Les moines, la bière a été développée. C'est un exemple. Le vin aussi joue un énorme rôle. Mais la bière, on le sait, les premières brasseries qui ont existé, en tout cas en Europe, sont toutes venues en fait de la tradition monastique. mm, Et des pays comme par exemple la Belgique, enfin la Hollande, les Pays-Bas et autres, ils reflètent ça parce que tu as encore beaucoup de bières trappistes, bières je ne sais pas quoi à ce niveau-là. Donc c'était l'endroit où tu pouvais acheter par exemple de la bière. mm, Au Moyen Âge était une boisson importante, répandue, mais le savoir-faire était au sein de ces communautés. Donc ils venaient en fait pour acheter de la bière. C'est si simple que ça. Bon, aujourd'hui, je sais, on va au supermarché, mais à l'époque, il n'y avait pas de supermarché. Donc tu allais là où il y avait. Puis vu que tu avais de la bière, tu avais, oh quel hasard, tu avais aussi une boulangerie ou une épicerie. Vous vous rappelez peut-être le jardin, donc un espace de travail aussi de ces communautés. Donc tu pouvais aussi acheter des choses que tu ne cultivais peut-être pas chez toi. mm. Alors à l'époque, c'était une culture beaucoup plus rurale, plus dans l'agriculture. Donc tu avais des gens qui travaillaient plus la terre qu'aujourd'hui en pourcentage. Mais, par exemple, les abbayes étaient connues pour tout ce qui était, enfin, le savoir-faire au niveau de ces herbes spéciales, entre guillemets, que ce soit aromatiques, pour le soin et autres, enfin, vraiment toutes ces trucs. Alors, des fois, on pensait que ça touchait quasiment à la magie, que sais-je. Mais les gens, donc, venaient là-bas pour acheter. Ouais. Euh, C'était en troc ou en achat, que sais-je, mais ils venaient pour acheter ça. Ou bien, tu as Ouais, parlé de l'infirmerie. Donc, tu n'as pas uniquement alimentaire, mais tu as le côté soin. Alors nous, maintenant, toi et moi, on a grandi dans un monde où on sait qu'on se pense, bah, les soins, les médecins, tout ça, c'est à l'hosto. Mais en fait, à l'origine, c'était avant tout un service que les chrétiens offraient à la société. Donc les médecins, les infirmiers, les infirmières, que sais-je, tu les trouvais souvent dans ce genre de communauté. C'était l'endroit où aller si tu voulais te faire soigner. mm. Ça avait donc un impact économique et financier sur la communauté. Oui, exactement. Je pense si on est, si on, comment dire, si on parle pas de ce village monastique, si on l'éclipse, on ne comprend pas d'où vient le rayonnement, en fait, j'aurais dit social et économique, plus tard, de ces communautés. Mhm. Alors oui, c'est ensuite, comme tu disais, parce que les gens y venaient, parce qu'il y avait des soins, il y avait de l'alimentaire, il y avait de l'éducation. Oui. On parlait, je crois, quand on parlait du scriptorium, c'est ceux qui arrivaient à lire, écrire, traduire. C'est là qu'il fallait aller. Les gens, ils étaient là. Entre guillemets, les garants d'une certaine culture, en particulier pour les gens, on les appelait à l'époque les simples.
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout accès. Mais Mhm. dans une communauté monastique, normalement, et sinon c'était un mauvais présage, normalement, c'était ouvert à toutes les couches sociétales. Donc aussi des gens simples, comme on les appelait, pouvaient accéder et demander, chercher de l'information. Donc soins, éducation, alimentaire, etc. C'était la raison pour laquelle, en fait, les gens venaient. Et ça allait même plus loin. Si on continue, par exemple, au niveau de, on regarde l'évolution de la ville de Saint-Gall, donc l'exemple que j'ai pris, alors il y avait, au début, il y avait en fait que cette communauté. Mhm. C'est un endroit qui n'était pas intéressant. Et ils ont construit leur architecture, comme on a vu. Il y a eu ce deuxième, enfin, ce deuxième cercle autour, cette couche vivante. Et vu que c'était pratique et les gens n'avaient pas envie de faire chaque fois, pas 3 heures de voiture, mais 3 heures de marche à pied pour aller chercher le pain et la bière, mais ils ont fait quoi? Qu'est-ce que tu dirais? Bah, ils ont commencé à construire une petite cabane à côté. Et voilà, le développement urbain, expliqué en ultra rapide, c'est exactement ça. Ils ont commencé à construire leurs petites cabanes, des maisons, des bourgades, et c'est pour ça que si aujourd'hui l'abbaye de Saint-Gall se trouve au cœur, enfin au centre du cœur historique de la ville, c'est pas parce que ultérieurement ils se sont plantés là-dedans, c'est parce que c'est eux qui ont démarré en fait la ville. Donc là aussi, c'est un exemple de rayonnement à l'intérieur ou pour une société qui est énorme. Mhm. Ça, c'était l'époque. Alors, on se dit au Moyen Âge, juste pour vous montrer que ça n'a pas uniquement été repris, cette idée, à l'époque du Moyen Âge, et puis, ah voilà, c'était différent. Bien plus tard, par exemple au 18e ou 19e siècle, on avait déjà parlé de cette église morave, une église extrêmement missionnelle, on dirait presque aujourd'hui un missionnaire. Ben, elle construisait souvent des sites semblables. Et là aussi, j'aimerais partager euh, un exemple. Je vous montre ça tout de suite. C'est un des sites qui est encore qui n'est pas tombé en ruine, il faille dire. Grace Hill, il se trouve du côté anglophone. Mais là aussi, vous voyez, simplement de manière plutôt dessinée, je ne sais pas s'ils arrivaient à lire, mis à part l'église de Church, enfin, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a un waving manufactory. Donc, ils tissaient des tapis, etc. Ils produisaient des choses. Il y a un shop. Donc, il y a une espèce de, aujourd'hui, on dirait une épicerie, enfin, au sens littéral, où tu pouvais tout acheter. Il y a une maison pour les veuves, The Widow's House. Il y a une académie, il y a une école, etc., etc. Ça, c'était donc au 18e et 19e siècle. Ou par exemple, Mhm. l'endroit où je me trouve aujourd'hui moi-même, à Montmirail, ben, les Moraves de l'époque, ils avaient construit un institut parce qu'ils s'étaient dit à contre-courant, on va investir dans les jeunes femmes qui, à l'époque du 18e siècle et autres, n'étaient pas censées apprendre à lire et à écrire, sauf exception. Et donc, ils ont formé toute une génération, en fait, de femmes, ou de jeunes femmes, au niveau écrire, lire, écrire, mais aussi au niveau compréhension, enfin, gestion de domaine, etc. Donc, c'est pas uniquement moyenâgeux, médiéval, c'est quelque chose qui a bien été repris par d'autres courants, aux tendances communautaires jusqu'aujourd'hui. Voilà un On peu cet espace, on ce parle là d'une village époque, monastique. on parle là d'une époque où il y avait une volonté de ne pas vivre aux dépens, mais d'avoir aussi une liberté financière due aux fruits du travail. Un très bon point là que tu fais remonter. Parce qu'en effet, j'aurais dit jusqu'à l'instant, on a plutôt parlé, ah, ça attire les gens, tu vois, c'est la question que toutes les églises se posent. Comment est-ce qu'on pourrait attirer les gens? Et la réponse, en fait, elle est simple. C'est offre des services que la société nécessite. Hmm. Et les gens, ils viennent d'eux-mêmes. Enfin, ça, c'est pas rocket science, c'est tout simple. Et la deuxième question, le deuxième point que tu fais remonter, c'est pas uniquement un truc comment est-ce que on peut attirer les gens, qu'est-ce qui rend notre endroit, la communauté attrayante, c'est le côté financier. Hmm. Donc, à l'origine, la majorité des communautés monastiques, je dis à l'origine parce que souvent ensuite c'est parti à la dérive, dans leur idée, c'était on doit s'autofinancer. On doit, dans le sens, on doit pouvoir vivre du travail de notre main, de notre savoir-faire. Alors, une vie choisie volontairement simple, au sens pas dans le luxe, etc., ça faisait partie des valeurs en fait de ces communautés, une vie de partage, mais on voulait pouvoir vivre en fait au travers du travail de ce qu'on produisait et de ce qu'on proposait, et pas par des dons.
Alors plus tard, et ça on le sait, c'est parti complètement en cacahuète. Vu que c'était tellement inspirant et attrayant, bah, beaucoup de gens ont commencé à faire des dons, des légats, je ne sais pas quoi, et ça ne leur a pas fait du bien. C'est ce qui explique pourquoi beaucoup d'ordres monastiques se sont créés, parce que quand les bénédictins ont planté, enfin ont piqué du nez, ben, on se dit, bon, ça va pas du tout, on a créé les frères mineurs ou les franciscains, etc., pour remettre un peu la pendule à l'heure. Mais Hmm. l'origine, c'était, il faut financer notre communauté, il faut pouvoir vivre. Alors, tu peux vivre d'une partie si tu produis toi-même quelque chose. Je pense que ça, c'est un avantage. C'est aussi une idée peut-être à faire ressurgir aujourd'hui, j'aurais dit, dans ces temps-ci. Parce qu'on est complètement dépendant souvent de tout. On n'a plus rien. Mais à moins d'être, je sais pas, autarque, perdu quelque part dans la montagne, il y a quand même des choses que tu vas avoir besoin. Alors, il va falloir offrir des services que tu peux troquer, échanger ou vendre, que sais-je. Et c'était le deuxième but de ce village monastique, c'était de pouvoir financer en fait la communauté. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà, je me permets la remarque, hein, mais à l'époque, même dans la tradition hébraïque, par exemple, on voit ça, on l'oublie souvent, et en tant que, les pasteurs, ils n'aiment pas trop ce message. Mais dans la tradition hébraïque, il était en fait très bien vu, si ce n'était pas en fait même un devoir, qu'un rabbin, donc un rabbi quelconque, était censé faire d'abord, mis à part ses études théologiques ou que sais-je, de faire un métier, enfin d'apprendre un métier, souvent plutôt manuel, quelque chose de vrai, en sens quelque chose qui se touche, qui se voit, pas uniquement pour connecter avec le monde des communs, enfin le monde des mortels, mais aussi pour pouvoir s'autofinancer. Hmm. Et on voit ça, bon, il y a un exemple type dans l'Écriture que tu connais très bien. C'est Il y Shaoul, a Jésus, il y a Paul. il y a Paul, le rabbin Shaoul, Paul pour les Romains ensuite, qui était faiseur de tentes. Puis aujourd'hui, on en a fait un peu un truc, c'est les gens qui partent en mission, je sais pas quoi. Euh, il était faiseur de tentes. Alors aujourd'hui, c'est pas un métier qui a la cote. Enfin, moi, j'ai une tente, mais c'est pas trop, tu vois. Mais à l'époque, c'était quelque chose de beaucoup plus répandu. Donc, il faisait, il réparait, etc., des tentes. Il était faiseur de tentes pour financer sa vie. Donc, c'est pas forcément nouveau ou repris par, je sais pas, par des communautés. Moi, je pense que c'est profondément ancré dans certaines écritures ou certaines lettres qu'on trouve dans la Bible. Et ceci, moi, je pense, on en avait parlé tout à l'heure, enfin, ou la semaine dernière, ou il y a même 2, 3 semaines, que parmi ces 7 espaces secrets sacrés qu'on a traversés, il y en a deux que George Lynx n'a pas mentionné. On a parlé de la porte Ouais. et de tout ce qui est attaché à la porte, le rôle du portier, etc. Et il y a le rôle en fait de ce village. Et en discutant là il y a 2 semaines ou comme ça à ce sujet-là, j'ai dit c'est peut-être pas un hasard que ce soit pas mentionné parce que je constate en faisant coach de communauté souvent que c'est souvent ces dimensions-là, ils sont pas, on y investit ni temps, j'ai failli dire ni temps ni argent au sens propre, mais je sais pas, on n'y réfléchit même pas. On prend énormément de temps autour de la vision, dans le sens comment est-ce qu'on veut vivre, enfin, c'est quoi le rythme, le machin, la prière, enfin, c'est tout hyper bien. Mais le côté, mais comment est-ce qu'on finance tout ça, c'est un peu, ah, ouf, je sais pas, on n'a pas envie d'en causer. Hmm. Ça fait partie du, je sais pas, des trucs, je sais pas. C'est la perception économique, hein, du tissu Ouais. économique qui est souvent mise à l'écart. Et c'est seulement quand tout a démarré qu'on se dit, mais en fait, ça se finance pas. Et les grandes déceptions. Hmm. Et donc c'est là où je propose ce qu'on vient de voir ensemble rapidement par rapport à cette abbaye de Saint-Gall. Alors c'est peut-être un modèle ancien. Si on prend les modèles moraves, c'est nettement moins ancien, mais l'enjeu est très actuel. Hmm. Comment connecter tes communautés ou tes églises, que sais-je, avec le monde extérieur et au sens, pas quelle est l'astuce que je peux faire, enfin, pour pouvoir causer avec quelqu'un. La question, c'est à poser, puis là on est déjà dans les questions, peut-être David, c'est quelles sont les choses que je peux offrir, quels sont les services que je peux mettre en place qui répondent à un besoin de Hmm. mon entourage ou de la société. Et non seulement des services, mais si ce sont des vrais services, alors dans le monde du business,
Tu sais que je travaille pour financer ma vie dans le monde des startups avant tout et de démarrer des choses. Et un de mes amis, en le prenant avec pour voir s'il serait prêt à financer une startup que j'avais à cœur, il leur a posé la question, parce qu'en fait, ils ont démarré quelque chose avec des utilisateurs, une application en ligne, c'est super, top, gna gna. Puis il leur a dit, ils ont dit, mais puis on a des utilisateurs. On a déjà, je sais plus, moi, de tête comme ça, j'aurais 2 000 à 3 000 utilisateurs qui utilisent notre application. Mhm. Puis ouais, ce qui est cool. Donc ils étaient hyper excités. Puis il leur a posé une question, il leur a dit, mais combien est-ce que vous avez d'utilisateurs qui sont prêts à payer Mm. pour ce service? Ouais. Puis là, ils ont dit, ah, ouais, actuellement, c'est en freeware, tu vois, on doit démarrer. Ce qui est pas mal, ce qui est vrai, peut-être pour démarrer, c'est bien. Mais elle a dit, mais regardez, si vous voulez vraiment savoir si votre idée tient la route, ça se mesure en fait aux utilisateurs qui sont prêts à payer pour ce service. Ouais. Parce que sinon, ils en profitent, mais finalement, ça n'a pas vraiment de valeur. Et pas au sens. Et la question fondamentale, ce n'est pas une question financière, c'est une question de valeur. Est-ce que ce que tu fais a vraiment de la valeur pour ces gens? Et ça, c'est ma conviction profonde. Pour ce qu'on y met de la valeur, on est prêt à y mettre de l'argent s'il faut. Mhm. Donc ça, c'est les questions à se poser dans cet enjeu, je pense, très actuel des églises, des communautés, surtout. Ouais. T'es partant? Ou qu'est-ce que t'en penses? Ou ça te Bah, fait... j'en pense que tu nous as laissé beaucoup de devoirs, hein, et que c'est bien, nos auditeurs vont pouvoir prendre le temps de réfléchir tout ça, et puis de voir là où ils avaient ces zones qu'ils n'avaient pas imaginées. Et en tout cas, un grand merci pour toutes ces réflexions qui nous ont accompagnés durant toutes ces semaines. D'ici quelques semaines, on va se retrouver pour enregistrer la suite. Il va falloir. Ah ou? Ah non, ça fait plaisir. Tu Et prends puis, plaisir. Ouais. et puis on va pouvoir laisser nos auditeurs donc avec la liste des devoirs que tu leur as donnés au fur et à mesure des vidéos. Et puis moi, souhaiterais leur donner un peu plus de devoirs. Si vous êtes en train de nous écouter encore actuellement, c'est que vous avez apprécié cette série. Donc ne la gardez pas pour vous et faites-la circuler autour de vous. Envoyez-la à des copains qui ont besoin de réfléchir, ont besoin d'avancer, qui partagent les valeurs que vous portez. Et puis, comme on vient de le dire, nous préparons la saison 2 et peut-être les suivantes. Ça dépendra un petit peu de vous aussi. Je vous propose donc de nous faire part de vos questions ou des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde tous les deux, soit dans les commentaires, dans la section commentaires, et puis sinon, dans la description de cette vidéo, je vais laisser une adresse mail que vous pouvez utiliser pour nous contacter et puis nous faire part, pareil, de vos commentaires, vos questions, les thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde pour que on puisse préparer une saison 2 et les suivantes qui répondent à vos besoins et à vos attentes. Est-ce que ça te va, Marius, comme programme? Ouais, moi j'aurais dit je suis partant. Je crois ce qu'on porte vraiment dans notre cœur, aussi bien moi que David, c'est de pouvoir encourager tous ces gens qu'on croise d'ailleurs de temps à autre dans notre quotidien, qui portent dans leur cœur l'envie de démarrer des choses, de fonder soit des lieux de ressources, des communautés ou d'autres formes d'ailleurs d'églises, comme on avait vu tout au début, et d'amener, j'aurais dit, certaines, ouais, enfin, peut-être des dimensions au niveau de la compréhension, mais avant tout des idées, des outils qui permettent de démarrer. Et là, je pense dans un premier temps avec David, on a pu un peu naviguer sur les grands sujets, les grandes compréhensions, un peu vues de très haut. Euh, Comment est-ce que ça s'implique, comment est-ce que ça s'incruste dans le tissu ecclésial et sociétal aujourd'hui, ces communautés, ces nouveaux lieux de vie communautaire. Mais on se réjouirait aussi de pouvoir amener des outils plus concrets, style un peu plus marteau, enfin, pince ou que sais-je, pour vraiment construire, entre guillemets, sa communauté ou sa maison, si on veut, de manière très, très concrète. Donc, on est très ouvert à des feedbacks, à un retour pour pouvoir se dire, OK, voilà où on pourrait partager des choses. Voilà les choses qui vous intéressent, vous. Génial. Je me réjouis de vous lire
et, et de vous mettre un petit peu au travail, que vous puissiez participer à à ces échanges par vos réflexions. Soyez vraiment bénis, les amis. J'espère que cette série a permis d'apporter autant de réponses qu'elle ne vous a posé de questions. Et je me réjouis vraiment des prochaines saisons. À bientôt, tout le monde. À bientôt tout le monde.